Alors, lorsque vous dites que la crainte des Occidentaux de voir la Russie ou la Chine s'intéresser à cette partie de l'Afrique, notamment les deux Congos, puisque nous parlons des deux Congos, euh, est-ce que c'est ce qui peut expliquer que maintenant, nous parlons que le Rwanda s'intéresse désormais au Congo-Brazzaville? Oui, le Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, que vraiment, vous allez le permettre, hein, vous me le Non, je vous en prie, bien permettez, entendu, ce bien sûr. sont, ce sont mes propos. Cet assassin de mon très cher Marianne Ngouabi, donc Denis Sassou Nguesso est un envoyé. Depuis que Denis Sassou Nguesso, depuis que Marianne Ngouabi était là, Denis Sassou Nguesso a été toujours un agent de la France. Il travaille pour les agents secrets français pour se maintenir aujourd'hui au pouvoir. Et donc, céder tout au Rwanda, et le Rwanda qui vient au Congo, mais c'est pour se donner de la superficie d'abord dont le Rwanda a besoin, pour se donner de la superficie. Et maintenant, pas de cession de terre, ce qui est encore plus grave, la cession de terre où on envoie une plante assassine, c'est-à-dire la résine, qui, ma foi, lorsqu'on la respire, on a des problèmes, je dirais, notre système nerveux peut totalement être détruit et la mort peut s'en suivre. Et donc, il n'y a pas de contrôle. C'est une plante, normalement, il faut être habillé et il faut être protégé pour travailler dans ces choses-là, pour passer même à côté. Mais aujourd'hui, le Rwanda fait des acquisitions, on cède de la terre et c'est la mort douce. C'est la mort douce à travers le Rwanda que l'Europe nous envoie. Parce que le crépitement des bombes sont aujourd'hui décriés par vous, vos médias par exemple, par d'autres médias, par les réseaux sociaux. Voici la réalité. Donc, il faut aujourd'hui utiliser une arme douce. L'arme D'abord, l'arme des maladies qui a été utilisée, Ebola, Corona, le virus du Corona, ainsi de suite. Et maintenant, c'est la plante que tous les Congolais ne sont pas censés connaître, ou bien censés connaître les dangers que cette plante-là entraîne. Et lorsque vous êtes en train d'expliquer que derrière le Rwanda peut être la France, évidemment, on peut très bien comprendre. Et ma question, c'est de savoir est-ce que finalement, c'est un génocide qui est en train d'être planifié au Congo-Brazzaville avec l'aval de Denis Sassou Nguesso. Oui, Denis Sassou Nguesso a le pouvoir, mais son pouvoir lui est dicté depuis l'Occident, depuis l'Élysée, Bruxelles, Washington et Londres. Et lui, c'est sa famille qui importe. C'est sa famille qui importe. Le pétrole congolais qui en bénéficie, combien de barils est-ce que les Congolais savent combien de barils leur pétrole donne chaque jour? Non, tout est dans les mains de la famille Sassou Nguesso et ses acolytes les plus proches. Il pense que lui, il peut diminuer la population du Congo et c'est l'intérêt personnel. Il n'est pas là pour aider les Congolais parce qu'avec les richesses que le Congo, Brazzaville a, si on prend ce seul pays, les Congolais qui n'atteignent même pas encore 6 millions ne devaient même pas sortir pour l'exode. Ils ne devaient même pas se plaindre. Mais regardez les rues au Congo, regardez les routes au Congo, regardez les écoles au Congo. C'est comme si le Congo était un pays pauvre. Non, c'est une pauvreté organisée avec la complicité de Denis Sassou Nguesso à les Occidentaux.
Ravi de vous retrouver sur R7, mesdames, messieurs. Merci de votre fidélité renouvelée. Avec moi sur ce plateau, Sylvain de Beaugout, consultant en relations internationales et en management des projets. Enseignant, journaliste, vous êtes également leader communautaire. Bonjour Sylvain, j'espère que vous allez bien. Bonjour, très cher frère. Bonjour à toute l'Afrique. Je vais très bien et je suis très content d'être avec vous ce soir. Merci Sylvain d'être avec nous sur R7, mais surtout d'avoir accepté notre invitation. Nous allons évoquer la visée hégémonique du Rwanda en Afrique. Vous nous rappelez d'ailleurs le livre de Judy River, L'éloge du sang, ouvrage dans lequel l'auteur tente d'expliquer comment le Rwanda de Paul Kagame agit sur le terrain en tuant lâchement pour effrayer et éloigner les Congolais de la RDC, de leur richesse. Nous parlerons également du Congo-Brazzaville, qui, à mon avis, après on pourra me dire le contraire, est désormais dans le viseur du Rwanda. Pour commencer ma première question, pensez-vous que le Rwanda agit tout seul ou c'est un proxy des Occidentaux? Merci pour cette première question. Le Rwanda ne peut pas agir seul. Le Rwanda, comparons un peu le Rwanda à ces deux géants d'Afrique, c'est-à-dire les deux Congos, Congo-Brazzaville et Congo-Kinshasa. Congo-Brazzaville, avec une population au moins de 5 500 000 habitants, Congo-Kinshasa, avec au moins 100 millions d'habitants, et la superficie également, je pense, le Congo-Brazzaville, au moins 6 millions. Et donc, lorsqu'on regarde de l'autre côté, on prend aussi le Rwanda, je dis que c'est un point, c'est une goutte d'eau dans la mer. Donc, ce petit pays, je dirais même, ce département, lorsqu'on peut le placer dans le Congo, quel que soit le Congo qu'on choisit, donc ce département érigé en pays, en nation, ne peut pas seul agir dans cette zone et ne peut pas avoir cette envie d'hégémonie, de dominer l'Afrique et surtout cette Afrique des montagnes, des grands lacs. Le Rwanda n'est pas seul. Pour nous, le Rwanda, avec toutes les informations à notre disposition, le Rwanda, c'est carrément l'enfant chéri de l'Occident, de l'OTAN, les États-Unis, l'Angleterre, la France et autres. Donc, le Rwanda aujourd'hui, qui, ma foi, utilise ce génocide entre griffes qui a eu lieu. Je ne nie pas les tueries qui ont eu lieu là-bas, je ne nie pas ces tueries, mais la façon dont la manipulation a eu lieu, c'est ce que je rejette. Et donc, le génocide aujourd'hui qui sert de carte blanche à cette petite nation d'aller tuer lâchement dans ses pays, dans ses voisins, pour vraiment élargir son hégémonie pour devenir le pays dominateur, l'hégémon de cette zone-là. Donc, pour nous, le Rwanda ne peut pas à lui seul être capable, que ce soit sur le plan de l'armée, de la population et tout ce que j'ai cité, le Rwanda ne peut pas agir seul. C'est simplement l'envoyer la main droite des nations que j'ai citées. Évidemment, lorsque vous parlez de la superficie du Rwanda, évidemment, elle est comparable à un petit département du Congo-Brazzaville. Je prends le Congo-Brazzaville encore, c'est beaucoup plus petit que la RDC. C'est comparable donc au département du Niari. Mais alors, est-ce que, avant qu'on comprenne finalement le mode opératoire du Rwanda, est-ce que on peut revenir sur la conférence de Berlin, comme vous nous l'expliquiez la fois dernière? Est-ce qu'on peut penser que le Rwanda est en train finalement de perpétuer, j'allais dire, les résolutions, il faut le dire comme ça, de la conférence de Berlin? Puisque vous Oui, dites que c'est l'Occident qui, selon ce que vous venez de dire, on comprend très bien que c'est l'Occident qui est derrière le Rwanda. oui, la conférence de Berlin où l'Afrique a été balkanisée, cette conférence, les conséquences de cette conférence ne se sont jamais arrêtées. Et donc aujourd'hui, lorsqu'on voit sur le continent africain que qu'il y a des pays qui lèvent la voix, qui veulent sortir du joug occidental, et principalement français par exemple, de l'autre côté,
où il y a encore un peu de calme, c'est-à-dire en Afrique centrale, les pays occidentaux se mettent tous derrière le Rwanda pour dominer encore, pour prendre, pour installer leur pouvoir, parce que ces pays occidentaux ne peuvent pas partir, l'OTAN ne peut pas partir, parce qu'ils savent que ces deux pays, le Congo, que ce soit Brazzaville ou Kinshasa, c'est la solution. La solution africaine est au Congo. Je l'ai toujours dit partout où on m'invite. La solution africaine est au Congo. Oui, il y a à l'ouest des pays qui se lèvent, qui lèvent la voix, mais la solution africaine est au Congo. Lorsqu'on prend seulement même le fleuve Congo, ce fleuve Congo peut électrifier, peut donner toute l'énergie dont l'Afrique a besoin pour s'industrialiser, pour se développer. Et donc, il faut contrôler cette zone pour maintenir l'Afrique dans le noir, pour maintenir l'Afrique sous contrôle, sous perfusion, j'allais même dire, de l'Occident, qui sait très bien que cette zone, le Congo, quand je parle de Congo, Kinshasa et Brazzaville, pour moi, c'est une division imaginaire qui nous a été imposée. Donc, ce Congo-là, ils savent très bien que perdre le Congo aujourd'hui, c'est toute l'Afrique qui est partie de leurs mains. Donc, il faut contrôler le Congo, même si on peut perdre le Burkina, le Mali, le Niger, la Côte d'Ivoire, la Sierra Leone, mais il ne faut pas perdre le Congo, parce que c'est le centre névralgique de la domination occidentale sur le En fait, continent vous êtes en train africain. de parler, Sylvain, d'une reconquête ou une forme de recolonisation de l'Afrique. Oui, une reconquête, ou bien une conquête, mais qui a continué, ça ne s'est jamais arrêté. Aujourd'hui, nous voyons que c'est amplifié parce que d'abord, l'Afrique se lève, l'Afrique donne de la voix, les médias comme vous, par exemple, vous permettez aux Africains d'avoir la voix, de s'exprimer. Ces Africains que nous sommes, qui n'avons pas la parole, qui n'avons pas droit de citer sur les médias, dans les médias occidentaux, aujourd'hui, grâce à vous et d'autres médias panafricains, nous avons la voix. Donc, ça, c'est d'un. Et de l'autre côté, les Africains se lèvent, donc ils se disent, perdre le Congo où on prend le manganèse, l'or, tout et tout, pour fabriquer, pour venir nourrir les populations en Occident, pour venir fabriquer les bombes atomiques en Occident, pour venir faire les recherches scientifiques, médicales et tout en Occident. Alors, perdre ce Congo, c'est perdre vraiment la vie, c'est se tirer une balle dans les pieds. Voici ce qui est la réalité sur le terrain en Afrique. Alors, si on revenait sur le mode opératoire, le modus operandi de Rwanda, est-ce que c'est ce qu'on est en train d'assister ou d'observer au niveau de la RDC, c'est-à-dire carrément les crimes, les massacres, c'est ça ou... Oui, c'est le mode opératoire, il est dicté depuis l'Occident. Ça, nous n'avons pas peur de le dire, nous n'avons pas de doute. Il est dicté depuis l'Occident où le Rwanda, c'est-à-dire son premier responsable, Paul Kagame, président à vie, est toujours accueilli en fanfare, bien qu'il ne pratique même pas la démocratie qu'on nous vend à tout moment, qu'on nous brandit à tout moment. Pendant que en tout cas au Rwanda, tous les opposants sont incarcérés ou bien sont mis, en tout cas, sont mis à mort. Voici la réalité. Nous avons rencontré beaucoup de Rwandais ici où nous sommes, des journalistes occidentaux, au moins qui sont honnêtes, qui ont travaillé pour les télévisions et radios occidentales au Rwanda et au Congo, dans les deux Congos, je veux dire, mais ils décrivent cela. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, ce gros livre document de Judy River en parle. Il y a des documents bien signés. Ce n'est pas de la fiction, c'est de la réalité. Donc, il faut faire peur, il faut éloigner, il faut faire fuir, en tout cas, les populations locales sur le terrain, dans leurs champs, dans leurs villages, pour occuper du terrain. Et comme Sarkozy l'avait dit à un moment, pourquoi ne pas couper le Congo et donner une partie au Rwanda et cela va régler le problème dans cette zone-là.
Alors, lorsque vous dites qu'il y a des documents, en fait, vous avez dit que ce n'est pas de la fiction, c'est des documents signés par qui concrètement, les documents Les qu'on docu- révèle? Ces documents sont signés par des proches de Paul Kagame, qui ont été publiés, des militaires dont certains sont encore dans ce grand groupe, dans ce groupe d'assassins qu'on appelle M23. Il y a encore les dirigeants de ce groupe-là qui ont leur nom dans ce livre de Judy Rivers. Voilà. Et donc, nous ne sommes pas en train de faire de la fiction. C'est Paul Kagame, le patron, chef d'état-major, chef de l'armée, président de la République, qui donne ces ordres-là. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est Paul Kagame qui donne les ordres et ça se fait. L'ONU, dans son rapport, a parlé de cela. L'ONU a parlé, par exemple, d'au moins 4000 soldats rwandais présents au Congo. 4000 soldats présents au Congo. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est l'ONU qui le dit. Et donc, voici la réalité qui est sur le terrain, mais l'ONU dénonce et après, qui finance l'ONU? Ce sont les États-Unis, la France et quelques éléments, je dirais, quelques individus, et l'Angleterre, mais ce sont en même temps ces mêmes pays qui sont là, donc qui sont en même temps joueurs et arbitres, donc ils ne peuvent pas s'auto-condamner. Évidemment, c'est la question que je voulais vous poser parce que finalement, malgré les nombreux crimes contre l'humanité et ce qu'on est en train d'observer au niveau de la RDC, à l'est de la RDC bien entendu, on parle aujourd'hui de plus de 10 millions de victimes, mais encore le mode opératoire, on sait comment ça se passe, c'est des familles entières qui sont décimées, découpées, malgré ces crimes. Le Rwanda continue à, comme qui dirait, à agir en toute liberté et voilà, aux yeux au-dessus de tout le monde, sous la complaisance de l'ONU. Qu'est-ce qui peut Oui, expliquer ça? ce qui explique cela, lorsqu'on parle par exemple du M23 qui est armé, et il faut dire à toute l'Afrique, le M23 est constitué d'assassins Tutsis. Ça, il faut le dire clairement aux Africains. C'est un groupe de Tutsis que Paul Kagame, qui a crié au génocide, Paul Kagame a envoyé et a installé en Afrique, dans cette partie de l'Afrique, à l'est du Congo, pour tuer, pour chasser, la chasse à l'homme. Alors, qu'est-ce qui explique cela? Je disais tout à l'heure, lorsqu'on voit ces forêts, lorsqu'on voit ces forêts classées, les mines d'or et d'autres minéraux, d'autres richesses, du moins en Afrique et au Congo, dans les deux Congos, mais les aéronefs qui descendent là-bas nuitamment, ou bien même chaque jour, en pleine journée, pour prendre de l'or, pour prendre tout ce qui est minerai, tout ce qui est matière première du sous-sol de cette partie de notre Afrique. Et aujourd'hui, qui est derrière? Où est-ce que Paul Kagame envoie ses richesses? C'est à Londres, c'est aux États-Unis, c'est en France où déjà il a des équipes qui font sa publicité, qu'il finance. Je parle ici de Arsenal, par exemple, en Angleterre. Je parle de Paris Saint-Germain en France, où on dit visiter le Rwanda. Visiter le Rwanda. Et ces pays-là, qui savent bien que Paul Kagame et le M23 sont en train de verser du sang, ne réagissent pas. Parce que condamner Paul Kagame, c'est couper la branche sur laquelle ces pays sont assis. Et donc, c'est arracher la nourriture de la bouche de leur propre population. Voici ce qui se passe réellement. Et donc, toute cette guerre qu'ils sont en train de faire, par exemple, en Ukraine, où ils se mettent derrière les Ukrainiens pour combattre la Russie, ils voient déjà cette partie de l'Afrique menacée. Ils se disent, les pays qui sont en train de défendre aujourd'hui l'Afrique, ça dit la Chine, la Russie, la Corée du Nord, pourraient venir prendre cette partie et ils auront tout perdu. Donc, voici leur stratégie. Il faut soutenir ce petit pays ou bien ce département érigé en nation. Il faut lui donner les armes et priver, mettre des embargos sur la RDC, par exemple,
de ne pas acheter des armes et que le Rwanda devienne puissant à côté de ce géant d'Afrique pour l'intimider et voler tout ce qui est à voler. Alors, lorsque vous dites que la crainte des Occidentaux de voir la Russie ou la Chine s'intéresser à cette partie de l'Afrique, notamment les deux Congos, puisque nous parlons des deux Congos, euh, est-ce que c'est ce qui peut expliquer que maintenant, nous parlons que le Rwanda s'intéresse désormais au Congo-Brazzaville? Oui, le Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, que vraiment, vous allez le permettre, hein, vous me le Non, je permettez, vous en prie, bien permettez, entendu, bien sûr. ce sont mes propos. Cet assassin de mon très cher Marianne Ngouabi, donc Denis Sassou Nguesso est un envoyé. Depuis que Denis Sassou Nguesso, depuis que Marianne Ngouabi était là, Denis Sassou Nguesso a été toujours un agent de la France. Il travaille pour les agents secrets français pour se maintenir aujourd'hui au pouvoir. Et donc, céder tout au Rwanda, et le Rwanda qui vient au Congo, mais c'est pour se donner de la superficie d'abord dont le Rwanda a besoin, pour se donner de la superficie. Et maintenant, pas de cession de terre, ce qui est encore plus grave, la cession de terre où on envoie une plante assassine, c'est-à-dire la résine, qui, ma foi, lorsqu'on la respire, on a des problèmes, je dirais, notre système nerveux peut totalement être détruit et la mort peut s'en suivre. Et donc, il n'y a pas de contrôle. C'est une plante, normalement, il faut être habillé et il faut être protégé pour travailler dans ces choses-là, pour passer même à côté. Mais aujourd'hui, le Rwanda fait des acquisitions, on cède de la terre et c'est la mort douce. C'est la mort douce à travers le Rwanda que l'Europe nous envoie. Parce que le crépitement des bombes sont aujourd'hui décriés par vous, vos médias par exemple, par d'autres médias, par les réseaux sociaux. Voici la réalité. Donc, il faut aujourd'hui utiliser une arme douce. L'arme d'abord, l'arme des maladies qui a été utilisée, Ebola, Corona, le virus du Corona, ainsi de suite. Et maintenant, c'est la plante que tous les Congolais ne sont pas censés connaître, ou bien censés connaître les dangers que cette plante-là entraîne. Donc, il faut l'introduire aujourd'hui au Congo-Brazzaville où on va se rapprocher aussi en même temps du Congo-Kinshasa, qui est déjà sous contrôle de ces pays otaniens, et donc maintenir, maintenir en tout cas le joug de l'Occident. Voici pourquoi le Rwanda est mis devant pour jouer le jeu de l'Occident. C'est l'Occident qui ne veut pas partir et qui a peur des nouveaux pays ou bien des pays qui avaient auparavant des relations avec des pays africains, mais qui aujourd'hui les ont intensifiés. Voici la paix de l'Occident. Évidemment, c'est la question que tous les Congolais se posent actuellement parce qu'ils comprennent pas que de l'autre côté, donc la maison du voisin, comme on le dit chez nous, hein, dans notre culture, est en train de brûler. Et dans le même temps, au Congo-Brazzaville, on loge l'ennemi, l'agresseur même du voisin. Et en temps normal, même en diplomatie, on ne devrait pas avoir des relations avec le Rwanda, sachant que le Rwanda est en train de massacrer de l'autre côté. Et ces accords qui tiennent lieu, des accords militaires et les accords de cession des terres, qui sont d'ailleurs très mal vus par Kinshasa, malheureusement, c'est pas plus tard que 2 jours, Denis Sassou Nguesso s'est prononcé là-dessus, en qualifiant même les Congolais de rwandophobes parce qu'ils dénoncent ou rejettent ce projet. Et lorsque vous êtes en train d'expliquer que derrière le Rwanda peut être la France, évidemment, on peut très bien comprendre. Et ma question, c'est de savoir est-ce que finalement, c'est un génocide qui est en train d'être planifié au Congo-Brazzaville avec l'aval de Denis Sassou Nguesso. Oui, Denis Sassou Nguesso a le pouvoir, mais son pouvoir lui est dicté depuis l'Occident, depuis l'Élysée, Bruxelles, Washington et Londres. Et lui, c'est sa famille qui importe.
c'est sa famille qui importe. Le pétrole congolais qui en bénéficie, combien de barils? Est-ce que les Congolais savent combien de barils leur pétrole donne chaque jour? Non, tout est dans les mains de la famille Sassou Nguesso et ses acolytes les plus proches. Il pense que lui, il peut diminuer la population du Congo et c'est l'intérêt personnel. Il n'est pas là pour aider les Congolais parce qu'avec les richesses que le Congo, Brazzaville a, si on prend ce seul pays, les Congolais qui n'atteignent même pas encore 6 millions ne devaient même pas sortir pour l'exode. Ils ne devaient même pas se plaindre. Mais regardez les rues au Congo, regardez les routes au Congo, regardez les écoles au Congo. C'est comme si le Congo était un pays pauvre. Non, c'est une pauvreté organisée avec la complicité de Denis Sassou Nguesso à les Occidentaux. Et Denis Sassou Nguesso n'en a qu'une qui meurt, qui le tue. Celui qui est sur sa route, il le balaie. L'essentiel, il se satisfait et il va satisfaire ses patrons depuis l'Occident. Voici sa façon de faire, voici son idéologie, voici sa pratique en fait. Et d'ailleurs, lorsque vous êtes en train de parler des conditions de vie des Congolais, tout le monde le sait, aujourd'hui, c'est plus de 70% des Congolais qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, donc à moins d'1 dollar par jour, alors que c'est un pays doté d'énormes ressources naturelles et exploité d'ailleurs, le pétrole, le bois, les minerais, que sais-je encore. Et là, hier, je crois que c'est hier ou avant-hier, et cette fois-ci, c'est officiel. Le gouvernement congolais venait d'annoncer un état de cessation des paiements. Et tout le monde se pose finalement la question, où va l'argent du pétrole? Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, personne n'en tire profit au Congo-Brazzaville, surtout pas les Congolais, parce qu'évidemment, ils sont dans une précarité absolue et ça commence un peu à interroger lorsque vous parlez évidemment de Denis Sassou Nguesso, qui est un agent des Occidentaux placés au Congo-Brazzaville pour les intérêts étrangers. Alors, on va donc revenir sur la stratégie de conquête, évidemment, de l'Afrique, du Rwanda. Pourquoi donc massacrer pour prendre contrôle de ces pays? Est-ce qu'on ne peut pas, je ne sais pas si c'est à la bonne personne que je m'adresse, pourquoi il ne passerait pas par des partenariats gagnant-gagnant, par exemple? Non, les partenariats gagnant-gagnant n'arrangent pas les Occidentaux. Les Occidentaux, dans leur conscience globale, depuis Berlin, en passant par l'esclavage, en passant par tout ce qui est domination de l'Afrique, le néocolonialisme, dans leur conscience globale, les Occidentaux n'ont jamais accepté que l'Afrique devienne indépendante de façon véritable. Et donc, on nous place à la tête de ces terres divisées, cette terre divisée, ces nations, de ces pays, on nous place des gens qui ont déjà des relations avec l'Occident. Et donc, aujourd'hui, parler de gagnant-gagnant, mais c'est une façon, pour eux, c'est leur arracher la nourriture de leur bouche, parce qu'ils n'ont jamais pensé à cela. Prenez le cas de la RDC, avec le roi des Belges, qui a eu le Congo comme sa propriété privée. Mais c'est comme cela que l'Occident nous voit toujours. Ils ne peuvent pas accepter le gagnant-gagnant. Ils ne peuvent même pas accepter que eux, occidentaux, qu'ils prennent 60% et que les Africains, où on trouve toutes les richesses, aient 40%. Ils ne peuvent pas. Et avec la montée aujourd'hui du panafricanisme, des nationalistes africains que nous saluons au passage, les Occidentaux se disent la force, rien que la force qu'il faut employer. Voilà pourquoi ils donnent des armes très sophistiquées, beaucoup d'armes au Rwanda, beaucoup d'armes au M23 pour aller assassiner et prendre les terrains. Donc, c'est une façon c'est une conquête,
c'est la stratégie, hein, de vider et de prendre un En peu fait, comme le Danube. vous êtes en train de parler d'une stratégie de grand remplacement, c'est ça, C'est c'est-à-dire. le remplacement, c'est le grand remplacement que les Occidentaux eux-mêmes, à travers les émous en France et autres, veulent s'approprier. Mais en réalité, c'est en Afrique que le grand remplacement est en train de prendre place. C'est au Congo, par exemple, que le grand remplacement est en train de prendre place. Et prenez le cas du docteur Mukwege qui a eu le prix Nobel. Est-ce qu'on l'attend aujourd'hui? Mais on l'a mis dans le casier. Lorsqu'il est retourné même au Congo, est-ce que l'État congolais l'a célébré? Non. Est-ce qu'on lui a donné la parole pour s'exprimer dans la télévision? Non. Parce que s'il parle, il va dévoiler des choses. Et donc, c'est le grand remplacement à travers le Rwanda, ce petit pays qui est armé jusqu'aux dents pour aller conquérir les terres pour les Occidentaux. Lorsque vous parlez du Rwanda qui est armé jusqu'aux dents, est-ce que ça veut dire que, parce qu'après on se pose quand même la question, où trouve-t-il de tous ces fonds? Parce que le Rwanda n'est pas un pays riche et tout le monde le sait. Et la preuve, c'est que même les minerais qu'il propose aux Occidentaux, vous l'avez démontré d'entrée de jeu, c'est des minerais pillés en RDC. Tout le monde le sait, tout le monde voit. Et malheureusement, personne ne réagit autour. Est-ce que c'est pour aussi dire que tout ce qu'on nous présente comme de l'aide financière octroyée au Rwanda, c'est finalement un financement déguisé de la guerre? L'aide financière, l'aide dont on parle du Rwanda par rapport au Rwanda, cette aide-là, est-ce qu'il y a un audit? Cette aide, elle va dans l'armement. Cette aide va dans l'armement. Et tous ces minéraux volés au Congo sont le prix à payer pour l'armement que le Rwanda reçoit également. Qui est capable aujourd'hui, qui est capable de contrôler toutes ces valises entre griffes, ces valises diplomatiques qui rentrent au Rwanda? C'est cela. Lorsqu'il y a l'exposition chaque année, très cher frère, lorsqu'il y a l'exposition d'armes nouvelles, ici par exemple en Angleterre où je vis, il y a des Rwandais qui se déplacent pour venir observer, pour venir, comme le dit, pointer, ticket, ce qu'on doit leur donner, ce qu'ils veulent acquérir. Et le Congo, les deux Congos, chaque jour, ils n'ont pas d'armes parce que la population n'arrive même pas à manger. Et donc, on affaiblit le Congo, ou bien les deux Congos, Brazzaville et en même temps Kinshasa, mais on élève la force de frappe et de feu du Rwanda. Et le Rwanda est devenu le bon élève de ces Occidentaux. Parce que c'est à travers le Rwanda qu'ils peuvent aller prendre les terrains, qu'ils peuvent acheter, en tout cas s'accaparer des forêts sans mesure dans ces deux pays-là, pour s'enrichir et en même temps se hisser devant le monde entier qu'on est un pays en développement. Le Rwanda, pour nous, c'est une censure qui prend le sang des Congolais pour verser ça dans les veines des Occidentaux. C'est une figure, mais je pense que tous les Africains comprennent. Merci Sylvain de Bogou. Nous allons terminer cette émission par cette question, bien entendu. C'est un peu s'intéresser à ce qui se passe également en Afrique de l'Ouest. Vous avez probablement suivi le président sénégalais Diomaye Faye qui appelle l'Occident à s'impliquer pour stabiliser, pour la stabilité donc, au Sahel. Comment vous avez perçu cet appel? Alors que dans le même temps, vous parlez évidemment du panafricanisme, les panafricanistes qui veulent désormais se démarquer de la domination occidentale. Oui, l'appel du président sénégalais Diomaye Faye, nous disons qu'une fois de plus, Diomaye Faye vient de montrer il a trahi la lutte, il a trahi les promesses qui l'ont envoyé au pouvoir. Les Africains ne sont pas des enfants. Les Africains connaissent et savent leurs intérêts. Mais tout simplement, la domination, l'appauvrissement, la soumission de l'Afrique est
est bien huilée, a été calculée, a été mise en place par les Occidentaux. Et c'est ce genre de personnes, Diomaye Faye qui est déjà allé en France et qui est revenu, qui a changé en tout cas de cap, de vision. Voilà, ce sont ces gens-là qui viennent encore vendre l'Afrique en appelant l'Occident. Parce que lorsqu'on sait que dans le Sahel, la France a fait plus de 10 ans, les États-Unis étaient là, tous les autres pays occidentaux étaient là. Ils n'ont jamais saisi un seul terroriste. Et ils ont été chassés des 3 pays, par exemple, qui forment l'AES. Et maintenant, faire appel à ces gens, c'est un peu faire la politique de Dramane Ouattara, qui prend toute la Côte d'Ivoire et la remet à la France, les mains liées, les pieds liés et les yeux bandés, la bouche aussi scotchée. Donc, c'est un échec déjà à moins de 200 jours. Je pense que Diomaye Faye est arrivé au pouvoir, mais il est en train de tromper l'Afrique et le Sénégal en particulier. Que faut-il faire donc? Que doivent faire les Africains pour finalement se libérer du joug de l'impérialisme, j'allais dire, du joug de domination? Que doivent-ils faire concrètement? La liberté, le développement, ce sont des choses qui ne se donnent pas. Une aide extérieure, on ne peut pas vous aider à vous développer. Parce que lorsque un pays A aide un pays B à se développer, le pays A prononce sa propre mort. C'est cela. Donc l'Afrique doit éviter ce système d'aide extérieure. Il faut se replier à un moment donné. Lorsque un pays, une nation, un continent a des problèmes, comme l'Afrique a des solutions. Les solutions africaines, je l'ai dit, sont au Congo. Quand je parle de Congo, je parle de Brazzaville et de Kinshasa. Nos solutions sont là parce que toutes les richesses sont renfermées là. Il suffit simplement d'une volonté politique. Une volonté politique pour que les Africains résolvent leurs propres problèmes. Voici ce qui nous manque en Afrique. Merci Sylvain de Bourgou d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes consultant en relations internationales et en management des projets, enseignant, journaliste. Vous êtes aussi leader communautaire. En tout cas, grand merci d'avoir été disponible. Merci beaucoup, merci. Et je vous dis du courage et tenez bon parce que l'Afrique a besoin de vos canaux pour s'exprimer. On a besoin de vos canaux pour s'exprimer, pour présenter l'Afrique autrement, l'Afrique positivement. Je vous remercie pour l'invitation et je remercie tous vos téléspectateurs. Je vous en prie, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis, comme d'habitude. Pensez à liker en cliquant sur le petit pouce levé juste en bas de cette vidéo et partagez massivement. Mais dites-nous également en commentaire ce que vous pensez du sujet que nous avons abordé avec Sylvain de Beaucourt. Merci et à très bientôt. À bientôt.